Chers étudiants, Sabah al-Khair. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve dans le cadre d'une nouvelle intervention relative au complément de votre formation en matière de politique monétaire. L'étude de la politique monétaire a été réalisée sur la base de 3 éléments. Dans un premier temps, et nous l'avons vu lors de la dernière intervention, il s'agissait de tracer les contours théoriques de la politique monétaire. Puis, dans un deuxième temps, nous avons abordé les grandes lignes de la politique adoptée par le Maroc durant les 20 dernières années. Et aujourd'hui, il nous appartient de tracer les grandes lignes, les aspects généraux de la politique monétaire, c'est-à-dire ses objectifs et ses instruments. Comme nous l'avons vu lors de la dernière intervention, la politique monétaire menée par Banque al-Maghreb a évolué depuis 1959, date de sa création, pour se focaliser depuis des années sur la réalisation d'un objectif majeur, en l'occurrence la stabilité des prix, la lutte contre l'inflation. L'objectif recherché est un taux d'inflation inférieur à 2%. On y est parvenu. Banque al-Maghreb y est parvenu. Le taux d'inflation est inférieur à 2%. Nous en sommes ravis. Nous en sommes ravis parce que le pouvoir d'achat des consommateurs est préservé, parce que la baisse du taux d'inflation correspond en principe à un accroissement du pouvoir d'achat. Et après, s'il n'y a plus d'inflation, que va décider Banque al-Maghreb? Continuer à être un fidèle partisan du monétarisme? Continuer à penser que l'inflation résulte d'une quantité excessive de monnaie en circulation, excessive par rapport aux besoins de l'activité économique, alors que l'observation des faits a démontré et démontre qu'il n'y a pas de lien, il n'y a plus de lien entre la création monétaire et l'inflation. Malgré cela, Milton Friedman survit. Le monétarisme survit, malgré le fait que la thèse monétariste soit démentie par les faits. La quantité de monnaie en circulation n'influe plus sur le niveau général des prix, tout simplement parce que le monde a changé. Il existe actuellement et depuis quelques années des facteurs structurels qui vont à l'encontre de la hausse des prix. Et 2 facteurs essentiels. 1, la mondialisation. 2, la transformation numérique. En fait, les turbulences, les déséquilibres que nous traversons devraient nous amener à douter de l'efficacité des thérapeutiques classiques. Ces turbulences devraient nous amener à revoir nos certitudes, car les incertitudes sont là, elles sont plus pressantes, et le mode de gestion des incertitudes n'est pas identique à celui des années 80, ou des années 2000, ou des années 2010, ou des années 2015, ou de l'année 2019. La crise est là. Faut-il revenir à une politique monétaire conventionnelle, eu égard à la crise qui prévaut et la dégradation profonde du contexte économique? La réponse n'est pas évidente. Elle nécessite d'abord et avant tout une redéfinition du devenir de ce pays, de notre pays, et donc l'existence d'une relative visibilité. Depuis les années 80, dans le monde, et 90 au Maroc, on a remis notre destin au mécanisme du marché. Actuellement, dans le monde, on s'accorde à avouer l'impuissance à expliquer, et ce aussi bien les libéraux que les keynésiens, l'existence de taux négatifs, c'est-à-dire l'existence d'argent gratuit. Oui, argent gratuit.
Malgré cela, les investissements demeurent faibles. La demande demeure faible. Il y a donc nécessité de promouvoir la demande. Ceci est-il annonciateur de la fin du cycle néolibéral? Cycle qui a démarré au cours des années 70 en Grande-Bretagne et aux États-Unis et qui a permis l'existence d'un seul et unique système. Un système où le marché est roi. Un système dominé par le marché. Un système où il n'existe plus de frontières. Un système qui se caractérise par de plus en plus de libéralisme économique et de plus en plus de libre-échange. Et un système qui a permis à la Chine, nationaliste et communiste, d'adopter l'économie de marché et de devenir l'usine du monde, une superpuissance économique. Un système qui, en favorisant les délocalisations, a permis une croissance du commerce mondial 4 fois plus vite que celle des PIB. Mais un système qui a engendré plus d'inégalités sociales, un système qui a fait basculer les classes moyennes dans la pauvreté, un système qui a élargi la base de la pauvreté et permis la constitution d'une super élite sociale. Maintenant, que faire? Revoir sa copie, comme nous l'avons déjà dit. Nous avons besoin d'un État plus efficace. Nous avons besoin d'un État qui pense local. Nous avons besoin de développer notre demande intérieure grâce, entre autres, à une politique monétaire accompagnant une politique budgétaire sur la base du go et de la relance. Une politique monétaire conventionnelle ou non conventionnelle. Il nous appartient alors de déterminer tous les aspects généraux de cette politique à travers la détermination de ses objectifs et de ses instruments pour préciser par la suite quelques pistes ou quelques propositions. Politique monétaire. Comme nous l'avons précisé dans le cadre de la détermination des objectifs de la politique économique, il nous appartient de préciser que la politique monétaire poursuit les 4 objectifs définis par Nicolas Kaldor, en l'occurrence une croissance économique, un taux de chômage réduit, un taux d'inflation réduit et un relatif équilibre de la balance des paiements. Nous avons précisé que la réalisation de ces 4 objectifs en même temps est irréaliste, en ce sens qu'il peut exister des conflits d'objectifs. À titre d'exemple, la recherche d'une croissance économique peut être génératrice d'inflation et d'un autre côté, une politique anti-inflationniste peut freiner la croissance économique et c'est exactement ce qu'a fait Banque al-Maghrib. Banque al-Maghrib qui, comme nous l'avons vu, a axé sa politique monétaire sur la lutte contre l'inflation. Il est clair que le choix en faveur de l'un ou de quelques objectifs dépend des soubassements théoriques adoptés par les responsables gouvernementaux. De façon générale, la politique monétaire a pour objectif le contrôle de l'offre de monnaie et des taux d'intérêt. Et ce contrôle de l'offre de monnaie ainsi que du coût de cette monnaie, c'est-à-dire des taux d'intérêt, doit être compatible avec les objectifs de la politique budgétaire. On constate à ce niveau-là, encore une fois, que le policy mix dont nous avons parlé lors des dernières séances nécessitait, avais-je précisé, un certain consensus à propos des objectifs et des moyens et de la politique budgétaire et de la politique monétaire. En conséquence, dès le départ, il y a lieu de préciser que la réalisation de n'importe quel objectif
de la politique économique à travers la politique budgétaire ou la politique monétaire nécessite impérativement un accord entre le gouvernement en charge de la politique budgétaire et la Banque centrale en charge de la politique monétaire. Il est vrai que les banques centrales disposaient d'un rôle fondamental, en ce sens que, contrôlées par les pouvoirs, par le pouvoir politique, par les autorités politiques, elles devaient définir un certain nombre d'actions à même de permettre la réalisation des objectifs déterminés par les autorités politiques. Cependant, depuis le début des années 70, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, puis par la suite dans le reste des pays européens, et à partir des années 90 au Maroc, on a assisté à une évolution du système financier mondial qui a engendré des modifications radicales en matière de politique monétaire. Dans la mesure où les banques centrales ont adopté le monétarisme, d'une part, et acquis leur indépendance vis-à-vis des autorités politiques. Mais, parallèlement à cela, on a assisté à un développement du processus de désintermédiation et donc à un passage relatif d'une économie d'endettement à une économie de marché financier. On a donc assisté à l'émergence de nouvelles modalités de financement, plus particulièrement de financement des intermédiaires, accompagnées d'une déréglementation et d'un décloisonnement au niveau du système bancaire. En principe, la déréglementation et le décloisonnement et la désintermédiation devaient déboucher sur une réduction du pouvoir de la Banque centrale, une réduction du rôle de la Banque centrale dans le processus de financement de l'économie. Je dis bien en principe. Nous verrons par la suite que ce n'est pas le cas. Dans le cadre de cette intervention, donc, il m'appartient de déterminer dans un premier temps les objectifs de la politique monétaire. Comme nous l'avons déjà précisé, la politique monétaire a pour principal objectif, une croissance équilibrée, c'est-à-dire un processus de croissance accompagné d'un faible taux d'inflation, accompagné d'un faible taux de chômage et accompagné d'un relatif ou d'un léger déséquilibre des relations avec l'extérieur. Pour réaliser ces objectifs, l'économie doit disposer de liquidités nécessaires à son bon fonctionnement. Et c'est dans ce cadre que le rôle des banques, le rôle du système bancaire est déterminant. Ce sont les banques, c'est le système bancaire, et en particulier les banques commerciales ou qu'on qualifie d'établissements de crédit depuis la loi bancaire 93, ce sont ces banques-là qui devaient jouer un rôle important en matière de financement de l'économie. Tout simplement parce qu'elles sont créatrices de monnaie scripturale lors de la distribution de crédit. Cependant, si les établissements de crédit disposent théoriquement d'un pouvoir illimité en matière de création de monnaie scripturale et donc de distribution de crédit, leur pouvoir est relativement limité dans la mesure où elles doivent recourir à la Banque centrale, ne serait-ce que pour s'approvisionner en monnaie banque centrale.
En conséquence, la Banque centrale dispose d'un certain nombre de moyens lui permettant d'influencer le niveau de l'activité économique. Et ce, grâce à la quantité de monnaie en circulation et à son coût. La Banque centrale peut influencer le niveau de l'activité économique, je le répète, je le reprécise, parce que cet élément est extrêmement important, parce qu'il permet de comprendre la logique de la politique monétaire adoptée par Banque al-Maghrib et ses conséquences, tant au niveau économique que social. La Banque centrale dispose donc de moyens lui permettant d'influencer le niveau de l'activité économique grâce à la quantité de monnaie et au coût de cette monnaie, c'est-à-dire le taux d'intérêt. La Banque centrale va donc contrôler, pour ce faire, la Banque centrale va contrôler l'activité bancaire. Et d'un autre côté, contrôler la quantité de monnaie. La Banque centrale doit déterminer en fait une quantité de monnaie compatible avec les besoins de l'activité économique. Si cette quantité de monnaie est relativement insuffisante, cela peut engendrer un ralentissement de la croissance économique. Et à l'inverse, théoriquement, et ceci était valable jusqu'à il y a une quinzaine d'années, l'injection d'une quantité trop importante dans une économie peut générer des dysfonctionnements et de façon plus précise peut générer l'inflation. Nous avons vu que ce schéma théorique ne se vérifie pas dans les faits. Et donc, l'inflation n'a pas pour origine, et ce depuis quelques années, un excès de monnaie en circulation. La Banque centrale, et plus particulièrement notre Banque centrale, la Banque al-Maghrib, va se fixer comme objectif la stabilité de la monnaie. Et donc, pour ce faire, adopter un objectif principal, en l'occurrence la lutte contre l'inflation. La réalisation de cet objectif final, à savoir la lutte contre l'inflation, nécessite l'adoption d'un certain nombre de mesures permettant de réaliser ce qu'on peut qualifier d'objectifs particuliers. Ces mesures concernent d'abord des actions sur les taux d'intérêt. Ces actions sur les taux d'intérêt vont, dans un premier temps, être destinées aux taux d'intérêt pratiqués sur le marché des capitaux, et plus particulièrement sur le marché monétaire, sur le taux du marché monétaire et le taux du marché obligataire. Il est clair que le relèvement ou la réduction du taux pratiqué sur le marché monétaire influe sur les possibilités de refinancement des établissements de crédit qui vont répercuter de façon automatique le niveau du taux sur le marché monétaire au niveau des taux débiteurs qu'elles appliqueraient à leur clientèle. Donc, action sur les taux du marché des capitaux, marché monétaire et le marché obligataire, donc le marché financier. Il y a par ailleurs des actions qui peuvent être menées sur le taux des crédits bancaires.
je souhaiterais préciser que la loi bancaire de 1993 avait libéralisé les taux d'intérêt et que les banques ont liberté totale en matière de fixation des taux d'intérêt débiteurs et créditeurs et que cet élément-là permettait l'existence d'une concurrence interbancaire devant en principe déboucher sur une relative baisse des taux d'intérêt, en particulier débiteurs. Libéralisation des taux d'intérêt, mais parallèlement à cela, la Banque centrale garde la main au niveau du taux directeur. Et nous avons précisé que ce taux directeur a été pendant longtemps maintenu à 2,25%, et cela malgré les demandes expresses des opérateurs économiques, tout simplement parce qu'un taux directeur à 2,25, auquel s'ajouteraient d'autres frais, d'autres coûts, fait que le crédit bancaire coûte cher dans un pays comme le nôtre, que ce soit aux ménages que pour les entreprises, dont 95% sont des petites et moyennes entreprises, et qui devraient constituer le noyau de la création de la richesse dans notre pays. En conséquence, le niveau du taux directeur de 25 a un impact, une incidence sur les taux appliqués par les banques, par les établissements de crédit. Le troisième type d'action concerne les actions sur les taux administrés, aussi bien créditeurs que débiteurs. Je souhaiterais là encore préciser que ces actions au niveau des taux administrés n'ont plus de raison d'être depuis la loi bancaire de 1993 qui a déspécialisé les ex-institutions financières spécialisées, d'une part, et d'un autre côté, a fait en sorte que ces établissements deviennent, au même titre que les autres établissements de crédit, assujettis au même régime juridique. Parallèlement à ces actions relatives aux taux au niveau du marché des capitaux, taux appliqués par les établissements de crédit et les taux administrés, taux créditeurs et débiteurs, la Banque centrale dispose d'un autre moyen qui permet d'agir sur la masse monétaire. Un moyen qui permet d'agir sur la masse monétaire et de façon plus précise d'agir au niveau des différents agrégats constitutifs de la masse monétaire, à savoir la monnaie fiduciaire, la monnaie scripturale, mais aussi les placements à vue et les placements à terme. En d'autres termes, les actions menées par la Banque centrale concernent non seulement les moyens de paiement liquides, c'est-à-dire monnaie fiduciaire et monnaie scripturale, mais aussi les actifs financiers, actifs qui peuvent être transformés plus ou moins rapidement en liquidités. La Banque centrale a, grâce à ce moyen, la possibilité de relancer l'activité économique parallèlement à une relance budgétaire. Mais pour ce faire, encore une fois, s'impose une relative symbiose entre les deux politiques. Sans cette symbiose, une politique de relance d'obédience budgétaire ne pourrait déboucher sur les résultats escomptés tout simplement parce que
Parallèlement, il y a une politique de rigueur qui ne met pas en place les moyens de financement de la relance. J'insiste sur ce point et tout simplement parce qu'il me semble crucial, il me semble d'une importance capitale dans la compréhension de la politique monétaire menée par Banque El Maghrib. Une politique, encore une fois, qui s'est donnée comme objectif la lutte contre l'inflation, la réalisation d'un taux d'inflation inférieur à 2% et qui, pour ce faire, a adopté une politique restrictive, une politique de rigueur, pendant que la politique budgétaire essayait de mettre en place un certain nombre d'instruments permettant la relance de l'activité économique. Il y avait donc conflit d'objectifs entre la première et la seconde, conflit d'objectifs et de ce fait l'absence de moyens de la part d'une politique monétaire à mettre à la disposition de la politique budgétaire. Ça ne pouvait réussir. Et cela a donné les résultats que l'on constate actuellement, à savoir un nombre de décès d'entreprises extrêmement élevé, près de 10 000 entreprises. Je vous remercie.